Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle interview. J'ai même plus besoin de vous le présenter parce qu'on se lâche plus avec Osvaldo. Salut Osvaldo, comment tu vas? On est vraiment bien. Bonjour à tous, bonjour Dylan, bonjour le public. Et on a un invité de marque ce soir. Exactement. Donc, du coup, nous recevons ce soir Eugene. How are you, Eugene? Coucou. Hey, bonjour. Ah, Bonjour, bonsoir. ça commence bien son français. Alors Eugène, on n'a même plus besoin de le présenter parce que WWE, OVW. Bref, justement, on commence tout de suite avec la toute première question. Alors, j'ai eu un peu de mal, honnêtement, quand j'ai fait un peu mes recherches concernant de comment tu as découvert un peu le catch. Alors, il y a pas mal de choses qui sont arrivées. Apparemment, tu aurais découvert le catch à la WWE en regardant un faux mariage. Comment ça s'est passé exactement pour toi les premières fois que tu découvres le catch? I know exactly. My answer is yes. Je pense qu'on va avoir il a une énergie, oui. qui est vraiment cool. C'est ça, exactement. So, Eugene, first question. We've been told that you were discovering wrestling with a wedding or something like this. So, how did you really discover wrestling? So, the first time I saw wrestling, I was probably 8 years old, and I saw WWF Saturday Night Main Event, October maybe of 1983, 1984, 1983 maybe. And that's when I just got hooked on it. And then I lived around Indianapolis, Indiana. So the legend of Dick the Bruiser was all over Indiana. He was a huge star from the 50s and 60s and 70s, Dick the Bruiser with the big cigar. But then as I got older and as cable TV spread, I got to see a lot more WCW, WWE, WWF. And then I grew up in the Louisville, Kentucky area, so I got to see Memphis wrestling. And that's just what I wanted to do since I was a kid. Alors, Eugene nous dit que c'est assez marrant parce que on a découvert le catch pendant la même année, 1993, et tout simplement comme tous les autres grands catcheurs qu'on nous a eu. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, oui. Ouais, il a une belle énergie. Donc oui, non, mais ça il me fait tu vois, j'aime bien. Moi, franchement, depuis qu'on l'a, ça fait 2 minutes qu'on tourne là, vraiment, c'est vraiment cool. Je disais qu'est-ce que je disais déjà? Oui, c'est vrai, ça fait à peu près 30 ans donc il a découvert le catch, que ce soit à la télé, que ce soit sur des shows, puisqu'il a eu la chance d'aller à Indianapolis, il a eu la chance d'aller faire plein de choses. Alors j'ai parlé d'Indianapolis parce que c'est le premier show qu'il a été voir. Il a vraiment apprécié le côté acteur, le côté athlète, tout le catch en lui-même. Et voilà, tout simplement, okay. Quand on voit la carrière qu'il a eue, c'est quand même beau. Exactement. Alors, du coup, j'ai l'impression qu'il réagit à tout ce que je dis quand je parle français. Oui, voilà, c'est ça. Je pense qu'il doit quand même comprendre certains mots, certains de tes mots, certains des miens. Ouais, un petit peu peut-être. Alors, d'où sort un petit peu cette fameuse rumeur qui est sur justement sur ta page Wikipédia, comme quoi que tu aurais découvert le catch en regardant un faux mariage à la WWE. Il réagit et tout, c'est trop cool. When you Wikipedia, when you say Eugene, it's maybe a rumor or in talks or something. Where does it come from? This rumor that you've been discover wrestling with a wedding. I don't know. I had to look at it. I think I know what you're talking about, but see, when was it? Maybe 2016. Some fans. I was living in Sioux Falls, South Dakota at the time, which is right in the middle of the United States. Northern Midwest Central United States, and there was a couple fans that lived in Iowa that were getting married, and they asked me if I would become a registered not a pastor, what's the word? God bless. Hold on, I got my license here. To marry people, right? Okay. To be the ordained minister. Okay. And they were getting married in July in Iowa, outdoors, and it was like 120 degrees hot. But they wanted Eugene to marry them dressed like
Macho Man Randy Savage. And I have a Macho, the NWO black and white Macho Madness costume. So I wore that and married this fine young couple about 2016, I think. Okay. I think that might be what Wikipedia is talking about. Does that sound right? I think it is. I guess it's the real story. Alors Eugene nous dit que ça serait une rumeur qui daterait de 8 ans à peu près. Mais si tu veux, si on veut, ça serait une rumeur qui serait intemporelle, c'est-à-dire qui viendrait pas au bon moment. Parce que comme il me l'a expliqué, il avait une accréditation pour pouvoir avoir un mariage des plus grands. Donc, il devait se marier en plus avec un costume de Macho Man Randy Savage. Okay. Et donc voilà, c'est ce qui a fait, là, si tu veux, la fausse rumeur entre guillemets qu'il aurait découvert le catch grâce à ça, parce que Macho Man Randy Savage est un grand catcheur des années 90. Mais voilà, donc il vient d'expliquer la vraie histoire. Il devait se marier avec un costume de Randy Savage. Il n'a pas dit que si ça s'est fait ou si ça s'est pas fait. J'ose pas lui poser la question. Mais voilà, si on veut, c'est une rumeur très très intemporelle qui date, qui a beaucoup trop de temps de défaut en l'espace en fait. Ok. Alors, tu fais tes débuts en 1996, USWA. Comment ça se passe exactement là-bas, tes débuts, et comment à peu près, tu débarques là-bas exactement? So, Eugene, you start at USWA in 1996. How were you starting? How were your first steps in wrestling? So I grew up in the Louisville, Kentucky area, and the Memphis Wrestling, USWA, was still airing live every Saturday and on tour. I signed up at the Nightmare Danny Davis School of Professional Wrestling in 1996. That went on to become Ohio Valley Wrestling. And between being hired by WWE in 1999, from when I started in 96, I wrestled for USWA. There was another company called Music City Wrestling that you can find some of that on YouTube. And then I wrestled for WCW about 10, 12 times. And that was all kind of like, the very, very beginning of my career. And then I got hired by WWE in December of 99. And then I was with them off and on for the next 15 years or something. Okay. Eugene nous dit que voilà, les informations sont comme tu as dit, il a bien commencé à la USWA en 1996. Il a fait ses premiers pas à ce moment-là. C'était une fédération qui était dans le Kentucky, donc c'était une ville dans laquelle il a grandi. Ça l'a arrangé aussi de pouvoir faire certains shows là-bas. Au fur et à mesure du temps, il a été aussi placé dans quelques combats à la WCW. Okay. À l'époque, c'était la rivalité entre WWE, WWC. Donc il y avait Vince McMahon et Shane McMahon qui se tiraient un peu la bourre entre guillemets. Il y avait chacun avait une fédération. Et au fur et à mesure, en fait, tous ces combats, tous ces matchs qu'il a eu à la WCW, ça a été entre guillemets son tremplin, puisqu'il a fait tellement de bonnes impressions qu'il a ensuite été embauché en décembre 99 par la WWE. Donc, oui, c'était par rapport à ça, mais en fait, entre deux, il y avait aussi la OVW où est-ce qu'il a fait son passage. Est-ce que ça aussi, ça a été un espèce de tremplin pour lui ou pas du tout? Ouais, je vais lui demander. Voilà, donc il a eu ça on va dire que ça l'a un peu propulsé en décembre 99 pour la WWE. Okay. Et depuis, il a eu la carrière qu'il a eue. Il a été aussi brièvement à la ECW, je crois. About OVW, was it something concerning about WCW or maybe WWE? What was that again? The OVW. Is there any something with something about WCW or WWE, or maybe it's independent of this? Are you wanting a story, or what? Or do you have a specific question? No, yeah, it's a question. I mean, what's the difference, or what were they connected, or? Yeah, were they connected or not?
Well, other than the fact that back then wrestling was not as in the open as it is now, internet was just starting. So the guys in the locker room would know guys in WCW, guys in WWE, guys down in Puerto Rico, guys everywhere, because all the wrestlers still had good contacts. But there wasn't any like business affiliation between OVW and WCW. Okay. I wrestled on the very first Brian Pillman Memorial Show in Cincinnati in '96, and I met Terry Taylor, who was also the Red Rooster, but he at the time was with WCW and the head of talent relations. And he saw me wrestle on the Brian Pillman Memorial Show, the very first one, and then he brought me into WCW. So I found my way to WCW, but I was still training every week and wrestling every week at OVW. Before that, I was going to Memphis every week and wrestling, and then still coming back and training and going to OVW. All during this time, I was going to college. So that was probably 96 to 99-ish. Yeah, about 2 or 3 years or something like this. Mm-hmm. Yep. Okay, great. Eugene nous dit que c'était le passage à la OVW était entre la USWA et la WCWC. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça a été comme un tremplin pour l'un a amené l'autre en fait. Oui. Ça a duré 2-3 ans. Puis comme il le dit, il a été à la faculté entre-temps, donc c'est vrai qu'il n'avait pas beaucoup de temps pour lui-même, entre les cours, les examens, l'entraînement, les machins. Comme il l'a dit, voilà, c'était quelque chose d'assez intense, mais ça a été révélateur pour lui, tout simplement. Exactement. Alors, du coup, moi, je vois que tu officialises bien à la WWE en 1999, d'ailleurs, une très bonne date. Tu es un personnage de clown. Comment justement, quand tu as appris qu'on te dit, bah voilà, tu vas apparaître en personnage de clown, comment toi, tu l'as appris? Est-ce que tu t'es senti un petit peu, un peu offensé? Comment ça s'est passé pour toi, cette fameuse réaction? With your first gimmick in 1999 in WWE, maybe you were starting as a clown or something like this. How were you feeling about it? Do you think it's something I really don't want to do this, or I really want to do this, or something? So, how are you feeling about this first gimmick that you have to? So when I first started wrestling, I just wrestled as Nick Dinsmore, which is my name. Ooh, okay. I wrestled in USWA. I was Nick Dinsmore. When I wrestled in WCW, I was Nick Dinsmore. I got hired by WWE in '99, and that's when Jim Cornette started doing the matchmaking. Jimmy Cornette, and he eventually gave me the nickname Mr. Wrestling. But from the beginning of '99 until 2004, I wrestled for OVW. All their matches, but I didn't do any other independents. Now that I was signed with WWE, I did go up several times as an extra, or for different WWE live events and TVs and pay-per-views. But I think what you're talking about is Doink the Clown, right? I think it was in 2002. Yeah, maybe. The Vengeance pay-per-view. They wanted to put Doink the Clown, and there was a big match. It was on the stage, and it was JBL's Barroom Brawl. So they bar room, and everybody was out there drinking, and they were bringing people in like the Royal Rumble, like every minute or something. And they wanted to bring in Doink the Clown, so I dressed up as Doink the Clown. Okay. And then this was on a Sunday at a pay-per-view. They said, "Oh, it's great. We want you to stick around for SmackDown, which was taped on Tuesday. We want you to wrestle as Doink the Clown against Chris Benoit on SmackDown." Okay. I wrestled Chris Benoit in OVW as Nick Dinsmore, and the writers and the creative had seen that match, and everybody liked the match, and they wanted to eventually reproduce that, but they wanted Doink the Clown. They wanted Nick Dinsmore as Doink the Clown to wrestle Chris Benoit on SmackDown for 20 minutes. Okay. I knew in my head, I said, we're not going to go for 20 minutes. We went like 90 seconds. I definitely have to see that match, but I really didn't know about it. Eugene nous dit que il a catché en 99 jusqu'en 2004 à la WWE, sous contrat avec la WWE, mais sous mandat de la OVW. Donc ça lui a permis quand même de faire ses classes. Alors en fait, comme il l'explique, il n'a pas été
comme il a pas pris un gimmick de clown, comme on l'a dit, il a pas pris un gimmick de clown. Il a juste, il a catché contre Chris Benoit le lendemain du Royal Rumble 2022 à SmackDown, je crois. Alors je connais pas la date, on verra ça sur un calendrier ou autre. Et il devait justement combattre en tant que Dunk de Clown. Donc, c'était pas en 2020, c'était pas en 2022, ça doit être en 2002, parce qu'en 2022, il était déjà mort, Chris Benoit. Ah, j'ai dit 2022, pardon, donc c'est 2002. Pardon, je suis désolé, c'est 2020, 2022, on ne sait plus. Enfin voilà. Oui, non, il est mort en 2007, c'est vrai. Et, ouais, voilà, le premier SmackDown après le Royal Rumble 2002, donc, Eugene a catché en tant que Dunk de Clown. Il devait tenir 20 minutes. Il a tenu à peu près 18 ou 19 minutes, donc il a fait son match. Et ça a été une expérience, comme il a dit, ça a été une expérience assez marrante, puisqu'il ne se voyait pas vraiment avec toutes les couleurs sur lui, le maquillage, le nez rouge, les machins. Mais voilà, c'était une info. Enfin, moi, perso, je la connaissais pas. Et en fait, il a remplacé Dunk de Clown qui était pas disponible ce jour-là. Donc, il voulait quand même, la storyline voulait que ce soit Dunk de Clown qui fasse ce match contre Chris Benoit. Ils ont proposé à Eugene. Ça a super bien marché. Si on retrouve le match, ce serait peut-être pas mal de le mettre. Bien sûr. Alors, ouais, juste avant de continuer avec la WWE, je veux juste revenir un petit peu sur ton passage pendant à peu près un an à la WCW. C'est quoi le gros point positif que tu retiens de ton passage là-bas à la WCW? You've been at WCW for maybe around 1 year or maybe 2 years, or something like this. Is it right? About 8 months. 8 months, okay. Within those 8 months, what kept you in mind within these 8 months? Where have you been in WCW? What do you mean? I mean, first question, how was this experience at WCW, and 8 months, was it great? Was it not so something? No, it was a great experience. You got to think, I was 21 years old, 21 years old, and I was getting flown up. I think I've been on a plane one time before, but they were flying me. I didn't do a whole lot, and I didn't wrestle every week. I probably did 12 or 13 total shows. I was on Nitro 2 times. I was on Thunder 3 times, and then I was on Saturday night the rest of the times. I got to see what was going on. I got to see like a lot of big cities in the United States. I got to meet everybody, and this is when WCW was on top in the ratings, and I wasn't figured in as a character, but WCW didn't have a lot of those back then. They would just put people on TV. They had their top guys and their characters, but it was a great experience. And if it wasn't for that, I probably would not have done as well in WWE, without a doubt. Was it the Shane McMahon was the chairman, right? So that was much later. I wrestled there in, 1998, 1999. And then the buyout happened. When did the buyout happen? 2000? 2001? 2001, yeah. Right? Yeah, 2000, right. Yeah. But just before Shane McMahon was the chairman, do you remember who was? Way before. Ok. Alors, Eugene nous dit que il est resté 8 mois à la WCW. Pendant ce laps de temps, ça a été vraiment quelque chose de vraiment cool pour lui, parce que ça lui a appris encore plus de choses sur le catch et sur qui il est. Donc, même si c'était que 8 mois, il a quand même beaucoup apprécié. Et puis, à l'époque, comme il le dit, comme Eugene le dit, c'était la grosse rivalité WWE, WWC. Ouais. Les deux, à chaque soir de show, étaient dans chacune des grandes villes. Puis, peut-être une fois sur deux, il faisait exprès de choisir des villes, entre guillemets, rivales, on va dire. Pour faire un petit exemple, New York, par exemple, la WWE était à New York le même soir. La WCW était soit à Los Angeles, soit en Floride. Donc, c'est 2 des 3 États sur les 50 qui sont les plus peuplés. Ils faisaient exprès, entre guillemets, de trouver. Et en plus, ils étaient diffusés presque soit le même jour, soit la même heure. D'accord. Donc, c'était une très, très grande rivalité avec 2 grandes villes qui sont rivales. Eugene nous dit aussi que ça a été... ces 8 mois, en fait, lui ont beaucoup apporté. Il a eu l'impression que c'était plus de 8 mois pour lui. D'accord.
Ok. Après, Et ça va du temps, tout ça. bien sûr. Justement, est-ce que le fait d'être en compétition avec l'une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse aujourd'hui, fédération au monde, la WWE qui était la WWF à l'époque, est-ce que, par exemple, on vous disait en coulisses, on vous mettait une pression supplémentaire en disant ce soir vous devez être bon, l'erreur est impardonnable, c'est impossible que vous faites une erreur justement pour être meilleur que ceux de la concurrence, quoi. At that time, at WCW, it was like a competition between WCW and WWE. At the backstage, what the official telling you, hey, Nick, you really don't have to do any mistake because this is WCW. We definitely have to show them we're the best. You know, was it something like this with the and backstage with the official or not? Not that I heard. I think there were meetings where Bischoff would say, let's get WWE and let's go after them and let's compete. But I was so green. I'd only been wrestling for 2 years. I was only 21. I didn't know anybody in the locker room. You know, I was just in the hallway, smiling, shaking everybody's hand, mouth shut, ears open, eyes open. You know, I was just trying to absorb it all in. So I didn't know much of that was going on, like the locker room meetings. But I will say this, that almost every building I was in, there was 2 separate locker rooms. One was for like the top guys and the NWO, and then one was for the underneath guys and the job guys. And I remember, I think we were in Boston, and I had my bags and I wheeled in the room and I look up and it's all the NWO guys. And I just turned around and walked right back out. And I went to the other locker room and it was all the Saturday night guys. So I knew all those guys. So then I felt more comfortable. Eugene nous dit que c'était... alors, lui, il avait 21, 22 ans à l'époque de la grande rivalité. Comme il l'a dit, il le dit lui-même, il est resté souvent à sa place parce il venait toujours de débuter dans le milieu, donc il avait quand même des grands autour de lui. Et c'est vrai que lui, en fait, il n'a pas été tant exposé que ça à cette idée, même s'il a constaté qu'elle y était, puisque le vestiaire de la WCW était à l'époque divisé en 2. Donc un avec les plus confirmés et l'autre avec les rookies, les débutants ou ceux qui sont peut-être un peu moins affirmés. Et comme il le dit un jour, je pensais pas que ça serait aussi divisé parce qu'il s'était trompé un jour de porte. Il a poussé la porte du vestiaire des plus confirmés. C'est là où il a vu la belle brochette qu'il y avait. Donc il m'a quand même cité quelques noms, Booker T, tout ça. Et puis après, il a été très étonné de les trouver. Il a dit, oh, pardon, désolé, je me suis trompé de porte. C'est pas mon vestiaire. Donc, il a tourné les talons, il a pris ses affaires. Et il est retourné dans le vestiaire d'en face. Mais, il n'y avait pas non plus de comment je peux dire, de gens qui l'ont pris de haut. Parce que, Okay. il était pas si confirmé que ça à cette époque-là. Donc voilà, ils ont quand même donné quelques petits conseils bien que le vestiaire soit divisé en 2, ils prenaient souvent leurs entraînements, ils faisaient souvent leurs entraînements tous ensemble. Ok, alors tu m'excuses, moi j'ai pas trop connu à cette époque-là parce que je suis né simplement qu'en 99, je suis encore un jeune minot, alors peut-être que toi tu auras certainement d'autres questions. Donc justement, on va faire juste un pas. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas, c'est là aussi pour toi, Osvaldo. Il n'y a pas que pour moi aussi qui doit poser des questions. J'en ai une très très pertinente qui viendra Vas-y. tout à l'heure. Non, tout à l'heure. Donc là, on va d'abord... Voilà, il n'y a pas de souci. Justement, tu arrives officiellement à la WWE, plus particulièrement à Raw, le 5 avril 2004. Je vois, alors tu fais tellement de choses, ça serait trop long de tout détailler dans les moindres détails. Je vois notamment que tu as fait équipe avec William Regal. Justement, comment ça s'est passé cette équipe-là avec William Regal? Moi qui l'a très peu vu, uniquement que en DVD là derrière. Oui, non, mais c'est vrai parce que moi j'ai que. C'est trop cool. Moi, j'ai que une culture, tu vois, WWE à cette époque-là, uniquement que de DVD, donc uniquement que de pay-per-view. Donc, c'est pour ça que j'ai pas trop énormément de questions et j'en suis désolé par rapport à ça. Mais sinon, comment ça se passait le travail avec William Regal à l'époque, à tes tout débuts quand tu arrivais là-bas? So, we're now the 5th April 2004. You were starting in WWE Raw with William Regal.
the first question, because we have so many of this. The partnership with William, was it good? Was it really good? I guess it was. And then when your first step in WW Raw, it's WW Raw, the first show on that time in WWE, how it was. So I'd been on some Raws before as an extra, but you're talking about Eugene's debut on Monday Night Raw. It was in Houston, Texas. Yes, and I don't remember if they told me before I got there that I was going to be Bischoff's nephew and put with Regal, or if they told me when I got there. I don't remember if they told me before, but irregardless, that is what made Eugene. Being with Eric Bischoff, being his nephew, gave Eugene credibility. And Bischoff was in all the top spots. He was the general manager. He was on the show 4 or 5 times. And Regal, A, he's so respected, but B, he's so effing good. He's so good. He made Eugene. It was that odd couple pairing. Eugene's the crazy man, and Regal's the straight-laced, stiff upper lip Englishman. And it was that pairing that really made the whole character and the storyline. Brian Gerwick wrote all the stuff, and he wrote all the Rock stuff. He was the writer. Phenomenal. I mean, if it wasn't for Gerwick and Bischoff and Regal, Eugene wouldn't have had such a meteoric rise. Thank you to Eric. Thanks to William. Thanks to you too, Nicholas. Without Nicholas Dinsmore, we didn't have Eugene. So thank you so much. Eugene nous dit que ses débuts ont été très prometteurs, et surtout il s'en souviendra. Il veut quand même préciser que c'est pas lui qui a l'initiative du personnage de Eugene. C'est William Regal et surtout Eric Bischoff qui ont fait en sorte de pouvoir le propulser. Eugene nous dit que William Regal est tout simplement quelqu'un de top, professionnel, rassurant, droit. Et puis il a vraiment fait en sorte que Eugene soit là où il est. Et puis aussi le personnage d'Eugene prenne autant de valeur. Et il se souviendra tout simplement de ses débuts. With your, I think you were tag team champion with William, right? Yes, we won the tag team titles. Maybe 2 or 3 times. Was it one time? I remember you were facing Mohammed Hassan. Some other times, like maybe Edge one time in the B.Lock challenge with the Elimination Chamber or something like this. But we remember you were going with that ramp with Christy and me, and then you created the Eugene Invitational. Can you just talk about this? Was it in your willing, or maybe another one? I guess we have something with Kurt Angle or something like this. So can you just talk about the Eugene Invitational? So I injured my knee. I tore my patella tendon. I had knee surgery, and I was out for like 6 or 7 months. Oh, and like we were discussing earlier, Vince McMahon wanted to build Kurt Angle to wrestle Cena down the line. So he wanted Kurt Angle to get some steam, to beat up some people, to get the new aggressive look. That's when he started wearing the mouthpiece, be more aggressive Kurt Angle. And Vince asked Kurt, who do you want to work with in all the company? What guy do you want to wrestle with? Who do you want to have an angle with? Kurt said he looked at the entire roster and he goes, I'm going to get the most sympathy by beating up Eugene. I want to wrestle Eugene. Plus, I'd known Kurt for a long time. I'd wrestled Kurt in a dark match before he was ever on TV. Okay. This was probably 98, maybe. I don't remember. 99, 98, I think mid-99 maybe. I wrestled Kurt. So I'd known him for a while. And so you know him for many, many years, right? In 1998, and then you've been wrestling about him in 2005. Whoa, come on. And I helped train his younger brother, Eric, at OVW. Okay. So, I mean, I'd known, like, I was not a stranger to the Raw locker room, although I wasn't there a whole lot. Of course. And
so Kurt wanted to wrestle me, and like we were talking earlier, Kurt had ideas for a lot of comedy. Kurt wanted to do a thing where the reason for the mouthpiece was that he messed up his teeth, got beat up or something, so he had to have the mouthpiece. And then Eugene came back and beat Kurt Angle. It lasted 3 minutes and won the gold medal. So Kurt wanted to do a thing where they got the camera at the airport when we're landing, and there's a guy holding the sign, Kurt Angle, Olympic gold medalist, and there's a guy holding the sign, Eugene. The guy for Kurt has got the limousine. The guy for Eugene has got the short bus, right? Remember. Kurt came up with all this, and this was hilarious. And he wanted to come out where he's got his mouth wired shut and he can't talk, and he's angry and he's screaming, "You must be Eugene," and push him in the short bus. And here comes Eugene with the gold medal. "You must be the Olympic gold medalist," and put him in the limo. Kurt had a lot of good ideas, but Vince wanted it to tighten down, so it ended up just being Kurt beating the bejesus out of me. But it was definitely a pay-per-view. One of the main event spots in Washington, D.C., SummerSlam. What you going to do? You did really, really well. And Kurt Angle too. Alors, Eugene nous parle. Alors, j'ai posé une question, Dylan, si tu me permets, comme tu m'as permis. Il n'y a pas de souci. T'es là pour ça aussi. Hein. Tu fais pas uniquement que la traduction. Hein. En fait, j'ai sauté sur l'occasion parce que comme tu as dit, en fait, j'ai ça aussi pour tes followers parce que comme tu as dit, t'étais pas spécialement regardant sur ce. Tu regardais Bien pas sûr. trop à cette époque-là, donc moi, je suis un peu plus. C'était petit, hein, ouais. 4 ans. Ah, mais à l'âge de 4 ans, tu regardais quand même, donc c'est déjà cool. Ouais. Et moi, c'était l'époque où justement, je jonglais entre ça et le foot et je regardais beaucoup quand j'étais au lycée. Ouais, bah oui, tu sais, le catch et le foot, c'est quand tu tombes dedans quand t'es petit, il n'y a pas de vaccin. Hein. Et justement, moi, quand j'avais ouvert les yeux, j'avais trouvé justement Eugene et c'était, j'avais posé une question sur sa rivalité avec Kurt Angle, donc je vais expliquer en deux, je vais pas trop le faire attendre. Il y avait Eugene d'un côté, il y avait Kurt Angle de l'autre. Ouais. Kurt Angle avait l'habitude de faire ce qu'on appelle un Kurt Angle Invitational à SmackDown et il mettait en jeu sa médaille olympique. Oui. Il faut quand même rappeler que Kurt Angle a été c'est là où je le découvre, moi. SummerSlam 2005. C'est ça, SummerSlam 2005. Et donc toute l'année 2004 à SmackDown, il y avait justement ce challenge. Kurt Angle invitait à chaque fois quelqu'un qui était de la ville où le show se faisait, donc c'était SmackDown le vendredi soir à l'époque. Et il a été drafté à Raw. Kurt Angle a été drafté à Raw et nous étions à Baltimore ou quelque chose comme ça. Et Eugene s'est fait passer pour le hometown hero. Donc c'est lui qui faisait semblant d'être justement là. Il s'est trouvé qu'il a gagné le challenge en tenant 3 minutes contre Kurt Angle et il a gagné la médaille olympique. Donc bien pendant peut-être 2-3 mois, Kurt Angle faisait son possible pour récupérer cette médaille olympique, ce qui faisait que Kurt Angle baissait en popularité, Eugene grimpait lui en popularité. Et ils ont eu un super match à WrestleMania, à SummerSlam 2005. Juste l'idée par laquelle, parce que c'est pas Eugene qui a l'initiative de ça, c'est Kurt Angle qui a l'initiative de ça. D'accord. Vince McMahon, comme Eugene l'a dit, Vince McMahon voulait faire une grosse rivalité, chose qui a été faite un peu plus tard. Kurt Angle contre John Cena. Ok. Et en attendant que John Cena soit drafté à Raw. Bon, déjà, Eugene revenait d'une blessure au genou. Et Kurt Angle a regardé tous les gars dans le vestiaire. Vince McMahon a demandé à Kurt Angle avec qui tu veux bosser avant que je mette ce truc en place avec John Cena. Il a regardé, il a dit je voudrais Eugene. Okay. Et le truc, c'est que Eugene et Kurt Angle, ils se sont connus depuis 1900. Ils ont eu un dark match qui n'était pas télévisé en 1988 ou 89. En fait, ce ne sont pas des étrangers. Ils se connaissent depuis très longtemps. Et Eugene a même dit qu'il avait catché contre le frère de Kurt Angle, donc Eric Angle. Et en fait, comme ce ne sont pas des étrangers, ils se connaissent depuis des années. Ils ont pu faire une grosse rivalité, un très beau match qu'il faudrait d'ailleurs sûrement regarder, SummerSlam 2005, Eugene versus Kurt Angle. Ouais, c'est ça. Voilà, it was so beautiful. Alors, voilà. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied, pardon, parce que je voulais justement parler moi, de cette rivalité. C'était là, à ce moment-là, où je découvre Eugene parce que je le connaissais pas du tout, tu vois, vraiment à ce moment-là. J'étais franchement tombé sous le charme de ton personnage Eugene, qui était à l'époque un espèce donc de autiste qui était donc l'oncle donc de Eric Bischoff. Est-ce que juste avant de revenir sur son neveu, pardon, excuse-moi, justement juste avant de revenir sur ce fameux match dont
on a parlé. Comment ça s'est passé exactement pour interpréter justement un personnage donc de autiste? Est-ce que ça a été compliqué pour toi? Est-ce que justement tu t'es inspiré? Est-ce que tu as regardé pas mal de films? Comment ça s'est passé pour toi pour pouvoir justement interpréter ce personnage-là? So Eugene, you've been talking about William Regal just a few minutes ago, and then you just told he got that idea to do Eugene in the first line. You've been here, and then okay, Eugene is an autistic person or something. He was the nephew of Eric Bischoff. Was it so difficult for you to play that gimmick, or was it so easy as for you? At that point, when I debuted as Eugene, I'd been wrestling for 8 years, and I'm talking training in class 3 times a week, wrestling live events 2 to 4 times a week. So, I mean, I was getting a lot of in-ring work, and I was getting in-ring work with very good people. The Nightmare Danny Davis trained me. He would coach me at training and tell me, watch the videos. But it was the Hustler Rip Rogers that actually wrestled me in the matches in front of the people, that taught me how to work in the ring. So by the time I debuted as Eugene, I had 8 years of good experience, and everything they had me do was very simple, because you have to do something slow and simple so everybody can see it and understand it. And B, Eugene wasn't a complicated character. You know, it was pretty simple. It was just comedy, straightforward comedy. You know, if I can afford, it was so easy for you because you've been at that skin. But you know, as a fan, I can say, hey, come on, I really guess that Nicholas Dinsmore is not the real Eugene that we see on the ring. So for you, it was easy, but for us, it was so incredible to play this. What I mean? Character, like it just literally the character came out of me. Like I didn't do any character research, or I didn't really study anything. It was Really? just, it was just, I remember how I felt as a kid. And Okay. if I get happy, or if you get scared, or, you know, something. And then I would like watch kids in the crowd. How do they react? You know, when Big Umaga runs near them and they get scared, or the divas are out there and they're getting bashful. You know, I just tried to take those raw, naive, childlike feelings and just make them bigger. Because on TV, the only thing we ever said about Eugene was Eugene's special. He is really special. He was. But we didn't define him with anything else. We didn't say he's autistic, he has disabilities, he has learning disabilities. It's just, this is my nephew Eugene, and he's a little special. William Regal, will you watch out for him? And all the fans got to draw their own conclusions. Because there was like a layer to the character that we never really got to open up. And that was, Eugene would have known all the trivia. You know, every little fact about wrestling. You know, in 1956 in Rio de Janeiro, there was a match that was so popular, something. You know, some obscure fact. Eugene would know all those. But we never really got to flesh those out. We remember. I remember sometimes with the start of the match, I can pick whoever the match, and then Eugene was so shy. You know, hey, come on, I really don't want to fight this. And then when it smash your head with the turnbuckle, you've been like, and then it was so great. And this the opponent was smashing your head 1 time, 2 times, 3 times, and then you've been doing like Hulk Hogan, and then you picked your finish, the rock bottom, and then the Stone Cold Stunner. It was so beautiful, and then the hairspin was so funny too. You know, and it looked really easy for you. That's why we asked that kind of question. Eugene nous dit que en fait il n'a rien travaillé sur le fait de pouvoir rentrer dans la peau de ce personnage. Il voulait aussi comment je peux dire, faire passer le public par les émotions. Et c'est vrai que c'est quelque chose, l'idée d'un personnage qui était autiste ou autre a déjà été exploitée dans les années 50, comme il le dit, en 56 ou 57, et ça n'a pas vraiment marché.
Donc, depuis tout ce temps-là, en fait, ça faisait peut-être une 50aine d'années que l'idée n'avait pas été réappliquée. Donc William Regal y a pensé. Donc, c'est vrai que lui aussi, comme quoi William Regal aussi, il en avait. C'est vrai, c'est vraiment quelqu'un de professionnel, je veux dire, dans ce sens-là, puisqu'il a réussi à reprendre une idée qui était pas vraiment exploitée à l'époque. Après, c'est vrai que le catch des années 50, c'était pas comme maintenant. Et ils l'ont appliqué donc au bon personnage, puisqu'on a vu que Nicolas a vraiment est rentré dans le personnage Eugene. Et puis, comme je viens de dire, voilà, je sais pas si tu as vu les matchs aussi, Dylan, c'était souvent un spot que tous les adversaires faisaient. Ils prenaient la tête, justement, d'Eugene, la plaquer contre le troisième coin. Et vu que c'est quelqu'un d'autiste, en fait, ça a réveillé ses douleurs cérébrales. Ce qui fait que les douleurs cérébrales faisaient que Eugene était encore plus fort. Donc, il reprenait aussi des mouvements des grands catcheurs. Comme je disais, Hulk Hogan, quand il faisait You, ou alors The Rock, qui prenait aussi le fils de The Rock, de Rock Bottom, et aussi le stunner de Stone Cold Steve Austin. C'est vraiment quelque chose. Et je crois que c'était Philippe Chiraud, Christophe Ajus, les commentateurs qui disaient c'est le catcheur, c'est l'homme qui a récupéré toutes les meilleures prises de tous les meilleurs catcheurs. C'est un concurrent direct à tous les titres possibles dans cette structure. Il avait sorti ça. Donc, pour revenir à ce que Eugene disait, en fait, il ne s'est entraîné à rien du tout. Il catchait depuis une dizaine d'années et il avait acquis suffisamment d'expérience athlétique et surtout pour pouvoir rentrer dans n'importe quel type de personnage dont il devait jouer. Il n'a pris aucun cours de comédie, il n'a pris aucun cours de ce type-là. Il est vraiment rentré dans le personnage et quand on a vu le résultat, c'était vraiment, vraiment réussi. Ok. Sorry about the long translation. Really, I'm really sorry because. moi, comme je le disais, moi, c'est vraiment, tu vois, à cette époque-là où je l'ai connu justement ce SummerSlam de 2005, où est-ce qu'il affronte Kurt Angle. Justement, c'est comme tu as expliqué, c'est pas la première fois qu'il travaille avec Kurt Angle. Justement, est-ce que le fait de pouvoir travailler avec quelqu'un qui connaît bien, est-ce que c'est beaucoup plus facile ou justement, parfois, c'est beaucoup plus compliqué de travailler avec cette personne-là, surtout qu'en plus, on est quand même sur l'une des plus grandes scènes du monde qui est ce SummerSlam quand même. Comment ça s'est passé au niveau de ce travail-là avec Kurt Angle? You've been working with Kurt Angle for that time, maybe 10, 15 years. For you, was it easy to work with, or maybe it was so hard because of, hey, Kurt Angle, I really don't have to mess with him, something like this. And then it was at SummerSlam, then I know that Royal Rumble, WrestleMania, Survivor Series, SummerSlam was the 4 pay-per-view, the biggest one of the years. So the question is, was it easy, even if you've been working with him for 12, 15 years, or maybe it was maybe a little hard, or maybe something with, hey, I really don't have to miss because Kurt Angle will be so mad at me, that kind of things. No, I don't think Kurt would get mad at me. I mean, he was so good at that time and in such good shape. But although the most difficult part was I had just come back from the knee surgery, and I probably came back too early, because if you watch some of those, like the Kurt Angle beat the clock challenge where I won the gold medal, and even in SummerSlam, when he shoots me into the turnbuckle, I can't even run. I'm like on one leg. I'm like, and I got a big knee brace on. I probably should not have been released from the doctor yet. I probably needed another 2 or 3 months of therapy, but they put me out there, and they put me out there with a goddamn gold medalist in the peak of his career. I could follow Kurt. I could wrestle with Kurt. The knee slowed me down, but he took care of me. He was so good and so professional, and he wanted the match to be good. The match most of the time isn't going to be good if one guy gets mad at the other. It's both of us working together to make whatever we're trying to make. You know what I mean? Of course it was, because Kurt Angle is one of the greatest. But it's really hard to think that even if your leg was slowing you down, that you really have to do this, because I guess the knee, it was one of the most painful injured that all of the body. Eugene nous dit que, au contraire, ça a été quelque chose de justement très facile, puisque ça faisait tellement de temps qu'ils travaillaient ensemble. Il dit aussi que Kurt Angle ne l'en aurait jamais voulu, même si il y a eu quand même dans ce match, donc le SummerSlam 2005 entre Eugene et Kurt Angle, un tout petit mauvais coup qui a été porté de Kurt Angle sur Eugene, qui ralentissait un petit peu
sa course et ses projections dans le ring et tout ça, puisque on le rappelle quand même, Eugene revenait d'une longue blessure au genou et qu'il n'était pas totalement remis. C'est Eugene qui a vraiment incité pour faire ce match, et aussi Kurt Angle a incité puisqu'ils avaient cette alchimie ensemble. Et Eugene nous dit que même avec une jambe en moins, il aurait quand même fait tout ce qu'il fallait pour. Donc oui, pour répondre à la question, Kurt Angle, avec lui, ça a l'air d'être tellement facile de bosser avec lui puisque c'est une machine. Il le dit lui-même, I'm the wrestling machine. Et donc, que ce soit sur le ring et surtout en dehors du ring, ça doit être vraiment un gars comme ça. Eugene nous donne quelques exemples pour le confirmer. Ok. Alors justement, pareil, je vais pas trop non plus m'attarder sur ce SummerSlam de 2005, ça serait pas la peine, mais juste par rapport à ça, on voit que tu rentres avec une belle femme, si je me trompe pas. C'était quoi? C'était censé être ta manageuse, ta compagne? C'était quoi exactement cette femme? A été censée représenter quoi pour toi? Alors j'en ai parlé tout à l'heure, il a pas rebondi, mais si je lui pose la question, je pense qu'on va avoir un peu plus d'infos. Ouais. So, Eugene was coming in the ring with a beautiful woman, Christy and me. Oh, I thought you were Fabulous Moolah. What? I thought you were going to say Fabulous Moolah. You can talk about Fabulous Moolah if you want. It's definitely not a problem with us. No, go on with your question. I'm just teasing. I'm just making fun. Go on with your question. So, oh là là, le premier fou rire d'une interview, on en a fait une trentaine, là c'est le premier fou rire que j'ai. I really forgot the question. Sorry, man. It just came back. Eugene was coming in the ring with a beautiful woman, Christy and me. So, Eugene, Christy and me, wrestler, manager, how it was? I mean, it was a good thing. It was a good run. I wish it could have lasted longer. I don't know if it was we didn't gel as a package or if I don't know what happened. It just seemed like it was something that really never took off. You know, I mean, we were only as a package for a couple weeks, I think. Okay. I might have been sent to I got sent to SmackDown at some point because that was on Raw. So I don't know. It was good. It was great, but I'd been with Regal the whole time, and when I finally come back after my knee surgery, he was on SmackDown. So for the first part, I was there on Raw alone. I mean, in the segments, I didn't have a partner, but I'm still trying to find myself as Eugene without Regal, with Christy, and we were trying to do a cheerleader thing where I could pick her up with one hand, but I might not have been. You did it. I remember you did it. I did it. But see, my leg was bad, so I was afraid I was going to fall over. Alors, Eugene nous dit que, en fait, ça s'est fait tout seul sans vraiment que ça soit prémédité. Donc, c'était manager Christy Hemme avec Eugene. Et en fait, si on veut, en fait, il a mis la blessure de son genou en avant. Donc, il avait besoin, entre guillemets, dans la kayfabe, bien sûr, d'être soutenu. Ils n'ont pas choisi n'importe. C'est William Regal d'ailleurs qui a choisi. Il n'a pas choisi n'importe qui. Il a choisi Christy Hemme qui était entre guillemets en train d'émerger dans le milieu puisque je crois qu'elle avait une rivalité avec Trish Stratus quelques mois plus tôt. Donc ils ont choisi Christy Hemme, une catcheuse déjà super jolie et comme il l'a dit super sympathique et très professionnelle qui a su se mettre en avant, mettre Eugene en avant et mettre en avant l'idée de William Regal. What about Fabulous Moolah, Nicholas? Je kiffe ce mec. Non mais tu comprends pourquoi je voulais faire une interview. Je kiffe ce gars. Je kiffe. I love you. I love you. I love you. I love you. Excuse me, Eugene. You've been saying something? Yeah, I was in the second WrestleMania I was in. I did a backstage segment from Detroit. WrestleMania 22, I think. 23. 22, 23. I can't remember. One of those. But
Fabulous Moolah was in that segment. That's the one where Eugene was dancing with the ECW girl dancers. Yeah. Now I remember. And Slick comes in. I'll tell you a story about that. That was in Detroit, and we filmed it the Saturday morning before WrestleMania. So the day before, we filmed it, got it all finished, and the manager, Slick, you know, the Doctor of Style, Slick, the Slick Star, he didn't wear his hat when we recorded it. So they took it back to Vince, and Vince goes, Slick didn't wear his hat. So we had to go back Sunday morning at 6 o'clock in the morning. Everybody had to come back and film the whole thing again because of a hat. Eugene nous dit qu'il a eu, en fait, on a parlé de Fabulous Moolah parce qu'il a eu un segment super drôle et super cool avec elle. C'était pendant le WrestleMania 23 à Détroit. Donc, ils ont eu un tout petit segment qui était, tu sais, ils font souvent entre chaque match, tu sais, pour un peu détendre un peu les trucs. Donc, pour pas mettre de pub, ils mettent des petites situations, des petites scénettes. Il avait fait aussi à WrestleMania 22, à WrestleMania 21. Et en fait, il devait faire comme un country club, comme un concours de danse avec plusieurs danses qui étaient, et à chaque fois, un peu comme le concours de la chaise musicale. Oui, donc dès qu'ils entendent une musique, ils devaient danser. Et il y avait Fabulous Moolah justement avec Eugene. Ils avaient les costumes, ils avaient tout ça, machin. Et comme il a dit, c'était vraiment cool. Ils auraient dû le faire que pendant 5-10 minutes. Eugene nous dit qu'il a fait ça toute la nuit. Voilà pourquoi il parle du chapeau et qu'il rigole. Hey, Nicholas, I really, really want to thank you again because taking that time with us. Because I think it's one of the coolest interview we had. Really, I really mean it. So thank you so much. Thank you so much for having with us. Really. So did you guys see when I wrestled, when Scotty Tuhati and I wrestled on TV in Paris? Was that ever? That was like I think 2010 or 2011. American Rampage Wrestling. We did like AWR. Yes. And we wrestled one in Paris, and they said it was live on TV. Do you remember that? Do you know anything about that? I remember that you were in AWR against Scotty Tuhati, but I don't remember it was on TV. Yeah, we did in Paris. We did a big. I don't know if it was live or a taping, but it was a huge arena with people. It was really nice. I think we can find that match on YouTube or something. I think we can. I've got a YouTube channel called The Nick Dinsmore YouTube channel, and that match is on there. Okay, cool. Can we just send us to you? I'll send it to you. I will send it to you. Excuse me. Send. I lost my English. You understood what I meant. Thank you so much. This is from my girl. I remember I've been in December 2009 or something like this in AWR, and I watched Scotty Tuhati, April Hunter, Ponce Perez, Ronnie Dupree, and my favorite one, Rob Van Dam. It was in my hometown in southern France. Maybe you've been. You start at AWR 2010, 2011, something like this, right? I don't think I was on the one with RVD. I was on the one with Balls and Sabu and Test was on it, and Just Joey Legend was on it. Legend, yeah. I think Renee was on it too. Renee Dupree. Yeah, maybe Omen too. Who? Omen. Who? Omen is the wrestler with the mask of devil or something. Maybe, probably. I don't remember. Yeah, but you remember Test, Ronnie Dupree, Rob Van Dam was at AWR. Was it not Bret Hart with you at that time? Yes, that one. Yes. Okay, yeah. It's about 2010, maybe 2011 or something like this. And the Mexican midgets, the Mexican minis. Okay, great. We definitely have to see that match in your YouTube channel. Yep, I'll send it to you. D'accord. No problem. Alors, du coup, ça serait beaucoup trop long de revenir sur tous les moments passés. Parce on est passé dans notre délire, on t'a complètement zappé. C'est ça. Non, c'est pas grave. Ne t'inquiète pas, je suis là pour
recentrer les choses. Justement, je voudrais me parler un petit peu de la relation que tu avais avec Vince McMahon, Eric Bischoff et William Regal. Est-ce que justement, ces trois-là sont très compliqués en affaires? Est-ce que Vince McMahon est si dur qu'on peut l'entendre au niveau, bon, il y a eu tellement de rumeurs sur Vince McMahon, on n'est pas là, voilà, on n'est pas là pour insulter Vince McMahon, mais justement, toi, avec tout ce qui est sorti sur Vince McMahon, est-ce que tu es déçu? Est-ce que tu es un peu surpris? Comment est l'homme exactement Vince McMahon? Alors, je vais essayer de couper la question parce que t'as fait un email. Comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. So, Eugene, you've been talking about William Regal, was so cool, so professional. You've been talking about Eric Bischoff. It got all that quality. So what about Vince McMahon? You know, we hear as a fan, we just see him as a chairman of the WWE. But you've been working with. How was the relationship on your professional or maybe the booking or something? How it was with you? Okay. Up until the most recent news came out about Vince, I looked up to him. I liked Vince. I liked working with him. I didn't know him super well personally. It was all business. I've just seen him at work, and he was overly nice. I didn't see him. I didn't see him do a whole lot of the behaviors that we're hearing about in this recent lawsuit. But in 2005, I got hurt I injured my knee on New Year's Revolution pay-per-view in San Juan, Puerto Rico. I had the surgery. I was in Birmingham doing therapy, and that's when Vince tore both of his knees in the Royal Rumble. About a month later. Yeah, when he slid on the ring and then he smashed his knees or something. Yeah. Was it like maybe 2 or 3 weeks between those two, right? Okay, yeah, I remember. So I'd had my surgery and I was on crutches and I was getting around, but I knew that he just had his surgery and he was going to be stuck in bed. So I just went up to his hospital room and walked right in. And he hadn't shaved. He had old hair on his face, and I could tell his hair wasn't made. He was immediately nervous. And I was just like, hey, I just want you to let you know I'm in Birmingham. If you need anything, I knew that he had somebody there. I knew somebody was there, right? I just said that. I should have put a chair next to his bed and talked his ear off until he made me get out. But I was so nervous. I was like, hey, just want to say hello. Hope you're doing okay. And if you need anything, call me. And I left. I should have sat down and just made him talk to me until he was ready to kick me out. But alors, Eugene nous dit il n'a pas vraiment connu Vince McMahon comme beaucoup d'autres qui ont passé plus de temps avec lui, mais ils ont connu la même blessure en fait au même moment, ce qui les a rapprochés en fait paradoxalement, puisque c'est quand même un patron et son employé, mais ils se voyaient pas comme un patron et son employé en fait. Vu qu'ils avaient la même blessure au même moment, en fait c'est comme deux amis qui essayaient de remonter la pente, puisque Eugene nous dit qu'il a une blessure à un genou, mais Vince McMahon, je sais pas si tu te rappelles, Royal Rumble 2005, il est rentré dans le ring. Oui. Il s'est pété la gueule entre Batista et John Cena et tout. Tout à fait. Et donc lui, il s'est éclaté les deux genoux, donc chaise roulante, rééducation, tout ça. Eugene devait se soigner, mais lui avec un seul genou, donc c'est quand même quelque chose. Mais on imagine avec les deux, c'était encore plus grave. Et puis en plus, Vince McMahon, c'est quand même le patron du truc, donc pas vraiment cool. Mais ils ont passé, comme Eugene nous dit, ils ont passé beaucoup de temps ensemble à essayer d'échanger. C'est là où ils se sont rapprochés, entre guillemets, puisque la situation faisait qu'ils allaient passer beaucoup de temps ensemble, puisqu'ils avaient la même blessure, donc ils avaient les mêmes exercices de rééducation, et à peu près au même moment. Donc quand l'un terminait, l'autre commençait, et ainsi de suite. Mais en fait, il a vu un côté de Vince McMahon qui paraît tendre, puisque on sait que c'est dans les moments les plus durs qu'on a vraiment qu'on a une autre personnalité de nous-mêmes. Okay. Donc Eugene nous dit que Vince McMahon a vu le côté le plus sensible de Vince, même si plusieurs fois, comme il l'a dit, il était je crois qu'il partageait la même chambre d'hôpital ou quelque chose comme ça. Donc Eugene est rentré, Vince McMahon était en train de se raser, il a commencé à partir dans tous ses sens. Donc il a eu quand même une des scènes les plus drôles, mais voilà, ils sont quand même restés. Je crois que Eugene a été
été guéri en quelques mois. Et Vince McMahon, paradoxalement, avec 2 genoux, il a été lui aussi guéri presque en autant de temps. Ok. Donc, en fait, ça les a rapprochés sans vraiment les avoir éloignés. Et puis surtout, ils ont été très très bons amis depuis. Alors, je suis désolé, tu as un gros parcours, ça serait beaucoup trop long de tout revenir. Hein. Tu as eu des adversaires de ouf et tout. Je voudrais juste me parler, moi, d'un adversaire que tu as eu. Alors, en tout cas, pareil, hein, alors je sais pas un peu, c'est quoi, toi, ton regard là-dessus. Moi, je te parle du catcheur. Si tu veux me parler de l'homme, il n'y a pas de problème pour moi. Mais comment, toi qui as affronté Chris Benoit, comment était justement Chris Benoit en tant que catcheur? Est-ce que tu l'as connu aussi en tant qu'homme, malgré ce qu'il a fait? Et justement, est-ce que tu trouves aujourd'hui qu'un mec comme Chris Benoit, ou comme Eddie Guerrero aussi également, hein, qui nous manque tous les deux, est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves qu'il manque des gens aussi comme ça, que ça soit à la WWE ou à la AEW, hein, peu importe, mais dans le domaine du catch? Comment traduire tout ça? Moi, tu veux que je traduise tout ça? C'est impossible. C'est impossible ce que tu me demandes. Désolé. Bon, écoute, on va essayer. Hein. Ouais. So, par quoi je commence? Juste, tu commences justement par Chris Benoit et ensuite après. Vas-y, doucement, ouais, voilà, doucement, step by step. Eugene, you've been facing so many opponents. We're just talking a few minutes, Rene Dupree, Rob Van Dam, Test, and everything. About Chris Benoit, you've been facing Chris Benoit at that match, what you've been talking about just before. How can I say? Was it? I guess it was easy to face. Not facing Chris Benoit, but being at the ring with him because he's professional. But some people like Chris Benoit or Eddie Guerrero, those two, we miss those two. But today, if we have those kind of wrestler now, could it be really different at that time, maybe 15 years ago? What do you mean be different? Like those guys were like Hall of Fame caliber wrestlers. You know, yeah. Those guys would fit in any time period, any storyline, any company. I guess, yeah, it's because they were really, really great. How can I say? Répète ta question, Dylan, parce que voilà, tu vois, comme je te disais de faire des questions plus courtes, là, c'est de ma faute. Tu peux lui dire, c'est de ma faute que je fais des questions beaucoup plus longues. En fait, la question, c'est très simple. Justement, lui qui l'a affronté, Chris Benoit, comment il est exactement, enfin, comment il est en tant que catcheur et en tant que homme lui-même, quoi. Est-ce qu'un mec comme Chris Benoit en tant que catcheur, bien sûr, ça manque un petit peu, tu vois, enfin, son aspect technique, enfin, comment il était sur le ring. Est-ce qu'aujourd'hui, ça manque aussi un petit peu? Et justement, est-ce que c'était quand même une fierté d'avoir pu travailler avec Chris Benoit et Eddie Guerrero aussi? Est-ce que ça manque aussi des personnages comme Eddie Guerrero? Heureusement, je t'ai demandé plus court, hein, donc je vais couper. As a wrestler, I guess it was so cool to be in Chris Benoit, but about the man, was it so big difference between Chris Benoit wrestler, Chris Benoit the man, and then Eddie Guerrero too, because you know Chris Benoit and Eddie Guerrero was so friends. I didn't know, I'd met Eddie Guerrero, but I didn't know him very well. He was on SmackDown mainly when I was on Raw. Yeah. But I knew Benoit much better. Both of them were heroes of mine. But if you want to talk about Chris Benoit, here's what I think about Chris Benoit. He wrestled his heart out for as long as he could, and I think he was suffering with some concussion syndrome. Some brain or something. Yeah, concussion syndrome symptoms. And I think he'd been suffering for those for a while. And the symptoms might have been covered up because he had 4 months off after he had the title run. He had 4 months off before he came back on TV. Okay. I don't know if he just needed the time off or maybe something else was going on. Maybe he was having some issues. Now, I'd also heard that this is hearsay. This isn't, fact, but he only knew one way from his house in Atlanta to the airport.
And Vince ended up getting him a driver because he had lived in Atlanta for 20 years, but either he forgot he would get lost, or he forgot how to get home, or I don't know, but it just seemed like an odd thing that, you know, somebody lives in Atlanta for 20 years, you get turned around, you should be able to find out your way home or to the airport. But for somebody at that point to not be able to do it, and I don't know that's for certain, that's hearsay, but I feel like he had extreme brain trauma. Yeah. And when Chris Nowinski checked his brain, Chris Nowinski said he had the brain of a 70 or 80-year-old man. You know? And I don't think he planned to do the things he did. I think something happened, and it was a tragedy. And although I agree that maybe we should not celebrate Chris Benoit, we cannot forget him, because that can't happen to anybody again. You know, exactly. American pro football players the older ones are all starting now to have concussions. A lot of the wrestlers are having a lot of those symptoms, but I think a lot of that's getting suppressed. I don't know. I understand. I say this. I'm done with you. The concussion syndrome, one of the symptoms is drug addiction. Of course. So let's say everybody that's overdosed and died on drugs was actually suffering from concussion syndrome from wrestling. Would that make things different? I don't know. Don't know. Yeah, we don't know. Eugene nous dit que il n'a pas spécialement connu Eddie Guerrero puisqu'ils n'étaient pas dans le même show, donc ils n'avaient pas spécialement les mêmes rendez-vous, les mêmes entraînements, tout ça. Mais il connaît Chris Benoit beaucoup mieux. C'était Chris Benoit était quelqu'un de très professionnel, vraiment quelqu'un de cool en dehors du ring, très professionnel sur le ring. Mais Eugene signale quand même que Chris Benoit a eu des graves problèmes psychologiques, et ça serait dû au produit que celui-ci a ingéré. Eugene ne pense pas que ce qu'a fait Chris Benoit envers sa famille était prémédité, en fait. Je pense que Eugene a dit qu'il pense qu'il se serait retrouvé dans une situation devant laquelle il pouvait plus reculer, et il était passé à l'acte. Mais c'était pas spécialement, c'était pas prémédité, parce que Eugene nous dit que c'est impossible que Chris Benoit soit un meurtrier comme ça a été dit ou écrit ou quoi, parce qu'il était vraiment quelqu'un de très regardant, très très bienveillant en dehors sur le ring, et surtout en dehors du ring. Okay. Donc c'est forcément par rapport à une dépendance ou quelque chose qui n'était pas vraiment calculé ou autre. Ok, alors ça sera juste ma dernière question sur Chris Benoit. Est-ce que toi, personnellement, tu trouves que c'est un manque de respect, ou alors c'est une bonne idée ce qu'a fait la WWE, c'est-à-dire enlever complètement tout ce qui est de Chris Benoit et de plus du tout en entendre parler? C'est quoi, toi, ton avis? Est-ce que c'est plutôt un avis positif? Est-ce que c'est plutôt un avis négatif? Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, justement, à leur place? With the announcement of the death of Chris Benoit, it's a question that you really don't have to answer if you don't want to. In the announcement of the death of Chris Benoit, do you think WWE was correct, if I can afford that expression, with Chris Benoit? And maybe you think you should have a celebration or something like this? At the time, so I was on SmackDown at that time. We did Friday night. Benoit was supposed to be there. He didn't show up. Called in. Saturday night, didn't show up. Called in. Pay-per-view was Sunday night. He didn't show up. And then Monday was the Super Show. And then I think Tuesday was ECW and WC and SmackDown taping or something. And at the point they told everybody Benoit passed away, and they had the big tribute show. I think they were doing the best that they could with the knowledge that they had, because it was probably within the middle of the taping that they found out, maybe before, but still, you got live TV going on for 3 hours. I don't know what you do, you know, no. you describe me, because it probably took them 24 hours nonstop to put all that together. Exactly. You know, I mean, what do you do? Of course, yeah. He's completely right. Now, the very next night, when Vince came out and said, "We're not going to ever say his name again. This will be it. This is what happened,"
we're a disgrace, blah, blah, blah. I get that. I mean, all of us are only as good as our last performance. And although Benoit was a great wrestler, his last performance will stick with him forever. Of course. And that's that thing that I hate, but that's it. It was for myself, as you've been for myself a great inspiration, you know. But the way Eddie Guerrero passed away and the way Chris Benoit did, it was so two things really different. We really had to see Chris Benoit Eddie Guerrero passed away in that way, and then we really want to see the beautiful things we saw about Eddie Guerrero about Chris Benoit, you know. But you know, it's something we don't know all the truth, you know. But we definitely have to respect the wrestler Chris Benoit was, really. I mean, Eugene, I enjoy the wrestler Chris Benoit, but I won't say that everybody has to respect him. That's just a sad fact. But go on. I'm sorry. No, if you want to do something more, you can. I just have to translate just after you. Hey, Dylan, just say he loves you, and I would say me, I love you. Eugene nous dit que oui, ça n'a pas été. Ça a été quand même quelque chose de bien dans un sens, parce que Chris Benoit était prévu pour catcher vendredi soir avant sa mort. Il s'est pas montré. Il y avait les Saturday Night Main Events samedi, il ne s'est pas montré. Dimanche soir non plus. Et le Raw du lundi, donc il a dû décéder peut-être mercredi ou jeudi. Il y avait un show de 3 heures, il ne s'est pas montré parce qu'il était sûrement décédé quelques jours après. Donc en fait, Vince McMahon et le staff, ils savaient pas trop comment faire pour annoncer l'annonce de son décès. Donc ils ont attendu ces 4 jours pour pouvoir le faire. Et en même temps, ça a permis aux enquêteurs d'en savoir un petit peu plus sur tout ça. Donc ouais, ça a été bien, même si tout le monde aurait préféré que ça se passe d'une autre manière. Enfin voilà quoi. Puis pour traduire ce que Eugene a dit, il faut pas seulement se souvenir que Chris Benoit a été ce qu'il a été dans la presse et tout. Bien sûr, oui, non, c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre le catcheur et l'homme. Bien sûr, ouais, non, je suis d'accord. Voilà pourquoi Eugene nous dit qu'il faut surtout se rappeler de lui. Bon, après Eugene, lui, il a côtoyé, donc il peut quand même le dire. Il a été une source d'inspiration pour beaucoup. Il l'a beaucoup aidé puisqu'il le connaît depuis très longtemps. Et Chris Benoit aidait aussi beaucoup d'autres catcheurs, que ce soit sur le ring, en dehors. C'était vraiment quelqu'un qui avait le cœur sur la main. Vraiment. Okay. Eugene nous l'a dit, donc moi je le traduis et je pense aussi que c'était vraiment le cas. Il y a eu ce qu'il y a eu, ça, même si on le veut, on peut pas le changer. Oui. Mais voilà. Ok. Alors, cette question, alors, elle va être facile pour toi à traduire, mais par contre, je crois qu'elle risque d'être longue pour Eugene, donc j'en suis désolé pour ça. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu, parce que moi, c'est quelque chose où je me pose beaucoup de questions, tu vois, j'ai 10 milliards de questions dans ma tête qui se posent, mais justement, quand tu es en contrat avec la WWE, que tu signes avec la WWE et tout, comment ça se passe au niveau des voyages? Par exemple, tout ce qui est billets d'avion, de train, est-ce que c'est vous qui devez vous occuper de ça? Qu'est-ce que la WWE prend en charge et qu'est-ce que vous devez prendre en charge? C'est un peu tout ça que je voudrais un peu savoir. Si tu pourrais nous dire un petit peu de comment ça se passe. C'est une bonne question. J'ai pas osé la poser, tu vois. When a wrestler is under contract with WWE, you definitely have to go in another city to travel. For example, you are in Kentucky, right? You are in Louisville, Kentucky. So you definitely have, you say, hey, Nicholas, we definitely have to meet you in Madison Square Garden, New York. You know, you have to book yourself your flight, or maybe WWE have to pay something, or, you know, it's a question that we really ask about it. So when I was there, I don't know if it's the same way now, but when I was there in the United States, we would do a live event on Friday night, live event on Saturday night, live event or pay-per-view on Sunday night. And then if you're on Raw, you do Raw on Monday night and go home on Tuesday night. If you're on SmackDown
SmackDown would have a live event Saturday, live event or pay-per-view Sunday, sometimes a live event Monday, sometimes off. SmackDown taped on Tuesday, go home on Wednesday. And generally, the WWE would pay for your airline tickets. They would fly you to whatever the first town is that we're going to wrestle in the live event. Let's say it's, to keep it close to me, Indianapolis, Indiana on Friday night. And then we drive 2.5 hours to Cincinnati, Ohio, wrestle there on Saturday night. Then we drive an hour and a half to Louisville, Kentucky, wrestle on Sunday. And then on Monday, we would go to maybe Nashville, Tennessee, a couple hours away, do Raw, and fly out of Nashville on Monday. Those talent would be responsible for our rental cars and our hotels. Okay. Now, if we went overseas, WWE would fly us over there. A lot of times it would be a private jet too, which was really nice. They'd put us on buses. They'd put us up on the hotels. We didn't have to spend any money if we didn't want to. They would feed us. I mean, it was everything. Those were the nice ones. And then I think when Triple H was taking over NXT, I think he started running a lot of their tours like that. Like he would have a bus and bring everybody in and bus them. And then I think I'm not positive. So I don't know if guys are having to pay their own expenses now on the road, or if maybe because the business is making a lot more money, that the guys are making more money. I don't know what it is now. But when I was there, WWE would pay for our airfare in the United States. We had to pay rental cars and hotels and food. And then overseas, they pay for everything. Ok. Alors Eugene nous dit, au moment où lui il y était, il sait pas, il ignore comment ça se passe maintenant, mais c'est la WWE qui prenait quasiment tout en charge. Donc les billets d'avion, les billets d'avion, les billets de train, les limousines que chacun devait utiliser, la bouffe sur place, tout ça. Après, c'est vrai qu'ils essayaient quand même de faire des circuits entre guillemets, donc ils essayaient de choisir par week-end. En fait, ils faisaient, donc il y avait vendredi soir, il y avait SmackDown. Les week-ends où il y a les pay-per-view, donc c'est samedi ou dimanche soir, ça dépendait des jours et des villes. Et lundi, donc lundi il y avait Raw, il y avait Raw le lundi. Et donc en fait, ils essayaient de faire des convois entre guillemets. Un billet groupé, par exemple, j'ai une bêtise, Eugene avec lui, donc 4 ou 5 catcheurs qui faisaient un circuit. Ils faisaient des groupes de 4 ou 5 et ils payaient un forfait, puisque là-bas, en fait, et je me rappelle maintenant, puisque j'ai eu la chance de vivre là-bas en Amérique du Nord, plus on commande, plus on utilise, et moins c'est cher. Donc c'était entre guillemets rentable pour eux, comme pour la WWE, de pouvoir faire un tarif groupé. Donc par exemple, je dis une bêtise, tu prends 4 villes qui sont l'une à côté de l'autre, je sais pas moi, par exemple Chicago, Springfield, Saint-Louis, et, je sais plus quelle autre ville, hein, je connais. Donc voilà, on va prendre ces 3 villes, par exemple, on va prendre une qui doit aller vendredi, une autre dimanche et une autre lundi. Donc ils faisaient en fait, ils prenaient l'avion de leur domicile jusqu'à la ville, à une des 3 villes, puis après le reste ils le faisaient soit en car, soit en voiture. Donc la voiture, bien sûr, c'était la limousine payée par WWE. Donc ils faisaient un trajet en fait, comme si nous on dirait Montpellier, Marseille, Lyon, tu vois, ou alors Lille, Lens, Paris. Okay. Enfin, je dis Lille, Lens, Paris parce que voilà, c'est plus ta région. J'ai dit voilà Marseille, Lyon, machin parce que c'est vers chez moi. Mais voilà, c'était pour faire un petit exemple. En fait, il fallait que chaque ville était espacée dans un rayon de, je sais pas moi, peut-être 4 ou 500 kilomètres. Et quand on regarde en fait, et en plus il y avait souvent les lendemains les lendemains pay-per-view, c'était dans la même ville où le pay-per-view avait lieu. Ouais. Ok, non mais c'est vrai que c'est toujours, tu vois, enfin, on se demande un peu, tu vois, parce qu'à chaque fois on voit toujours des vidéos sur les réseaux sociaux et tout, donc du coup on se pose toujours toute la question et tout, et tu vois, c'est bien qu'il ait répondu à ça, parce que tu vois, moi c'est pas du tout l'image que j'avais en tête, moi j'avais l'image comme quoi que c'était eux en fait avec leur propre salaire qui devaient prendre tout en charge. Je pensais ça aussi, ouais, moi aussi. Donc, lui, il nous a répondu. C'est vrai que c'était quand même quelque chose. Et c'est vrai que, comme il a dit, voilà, plus on on utilise et moins c'est cher. C'est vrai que, voilà, je m'en suis souvenu. Plus je prenais cher, plus je prenais beaucoup, moins c'était cher. Donc, et eux, en plus, ils étaient 4, 5 ou 6. Donc, c'est vrai que c'était rentable autant pour eux et autant pour la compagnie. Alors, je suis désolé, ça dure un peu plus longtemps que prévu. On va terminer vraiment avec 4 dernières questions. Ok. Ouais, voilà. Mais en plus, t'inquiète pas, ça va être très court. Justement. Alléluia. Non, je te jure que c'est parmi ton parcours à la WWE, si tu devais retenir un moment ou voire 2, alors je sais que ça risque d'être très compliqué pour toi, mais c'est un peu le but de la maison de poser des questions ultra compliquées, mais si tu devrais choisir un moment ou 2 les plus importants à la WWE, ça serait quoi pour toi?
So Eugene, thank you so much for having you here. And then, and then, sorry for the translation. You know, it's English and French, so different language. So we have to, Okay. if you have, if you have to pick two great moments in WWE that you ever had. It's kind of difficult to narrow it down to just two. I mean, I won the tag team titles with William Regal. I was in the ring with The Rock. I was in the ring with Hulk Hogan at WrestleMania 21. Oh yeah, I pinned Vince McMahon. I don't know who the last person to pin Vince McMahon was. It might have been me. I've had a bunch of great experiences. I went back in 2013. I was a coach at the Performance Center for 2 years. That was a great experience. I'm just waiting to get rolled into the Hall of Fame, I guess. Hey, well, I think Doink the Clown should be in the Hall of Fame. And I think everybody that played Doink the Clown should get a Hall of Fame induction. what about another interview with just you, Dylan, and myself, and then you tell everything you didn't have to the time to? What about? Yes. We definitely have to do this. Oui, oui. Oui, oui. Alors Eugene nous dit c'est très dur de choisir que deux moments parce qu'il en a quand même tellement en Bien tête. sûr. Par exemple, le moment où il était avec Hulk Hogan dans le ring à WrestleMania 21, un autre moment où il était avec The Rock. Enfin, rien que les deux déjà, je pense qu'on a fait les deux questions. Il a eu tellement de grands moments et beaucoup étaient imprévus. Mais ouais, en fait, il ne garde que de bons moments avec la WWE. Il y avait beaucoup de choses qui étaient pas prévues et qui sont super cool à mentionner. Mais voilà, pour choisir ces deux, la fois où aussi il a été champion par équipe avec William Regal, parce qu'on parle quand même d'une ceinture. Oui. C'est pas rien c'est pas C'est rien. sûr. Donc voilà, tu en as demandé deux, je t'en donnais trois et je pense qu'il peut encore en donner plein d'autres. Bien sûr, mais sinon ça serait beaucoup trop long et en tout cas j'en suis désolé, mais après quand on a un parcours comme ça WWE, c'est sûr que c'est certain que l'interview elle est très longue. Encore une fois, j'en suis désolé un peu pour les gens qui nous écoutent. Justement, allez, c'est la question bonus. Donc là, alors ça risque d'être plus ou moins compliqué pour toi parce que tu as affronté, disons, tellement de personnes, mais si jamais tu avais l'opportunité donc de pouvoir affronter trois personnes que tu n'as pas pu affronter, qui ça serait ces trois personnes-là? If you have the possibility to face three wrestlers that you didn't face, who would it be? Even if they're dead or alive or. So I would have liked to have seen the conclusion with Eugene and William Regal. I don't know if Regal would have turned on Eugene, if Eugene would have turned on Regal, what would have happened? I would have liked to have seen some sort of conclusion to that story. One. I never got to meet Macho Man Randy Savage. I met his brother Lanny Poffo, but I never got to meet Macho. So I want a match with Macho Man. And then number three, I don't know, man. It's a toss-up between like The Rock, Hogan, and Cena at Mania for the title. For the title, of course, it was for the title. So it's, if it's not, it doesn't worth it. You're right. Alors, tu voulais trois, il en a donné 5. Donc, je vais te donner les 5. C'est pas grave, vas-y. Alors, je fais une exception parce que c'est Eugene, hein, et puis que je l'aime beaucoup. Donc, mais Bon, sinon, de base, ça, c'est 3. Mais bon. C'est 3. C'est pas grave, t'en veux 3, il en a donné 5. Choix numéro 3, ça serait Cena, Hulk Hogan ou The Rock. Ok. En choix numéro 3, voilà. Choix numéro 2, Randy Savage. Et choix numéro 1, et je pense que ça serait le plus logique, Eugene versus William Regal. Ah, ok, ça marche. Justement, allez, plus que 2 des dernières questions et après c'est terminé. Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote que tu as eue pendant un voyage, alors que ce soit à la WWE ou dans une autre structure, si tu as une anecdote à nous raconter, que ce soit positif ou négatif? If you have a really funny story that you have to tell us, WWE, OVW, WCW, whatever structure that you've been working with, how would it be? So when I got on the road with WWE, I met
a woman when I first started on the road with WWE that I would end up getting married to. But before we were gotten married, I would send her messages every night when I would get to my hotel room. Now I might have a little, you know, Blues. Oh, okay. So one night before I was about ready to pass out, I texted her, okay? And I told her all this stuff that I wanted to do to her, all these, you know, not over the top, not Vince McMahon text, but just, you know, next time we're together, want a little blah, blah, blah. Her name was Stephanie, right? On my phone, on my contact list, Stephanie was right next to Shelton Benjamin. Oh. Shelton, I go to the locker room the next day. Shelton goes, "You're not going to be sticking that there. I'm not going to be doing that. We're not going to do like just." Sorry, Shelton. I was so embarrassed. I sexted Shelton Benjamin. That's what happened. Oh. Come on. You did it. I passed out and I just went to sleep. And the next morning I looked at my phone. I was like, "Oh no, that was an accident." And Shelton's like, come here. We're talking. We definitely have to talk, Eugene. Hey, Nicholas, we have to talk. We definitely have to have a big discussion about. Alors, Eugene nous dit que quelques temps avant qu'il se marie, en fait, il multipliait les soirées un petit peu arrosées, voilà, comme il l'a dit. Et en fait, bon, qu'il me l'a pas dit, je vais quand même répéter ce qu'il a dit. Il a dit en fait, la femme avec qui il devait se marier, son prénom commence par un S. Et dans l'ordre du répertoire, en fait, c'était la première personne avant Shelton Benjamin. Donc, par accident, en fait, il a envoyé un texto à Shelton Benjamin alors qu'il aurait dû envoyer à sa future femme. Et là, il balançait des trucs un peu trash. Je vais te faire ci, je vais te faire ça, on va faire ci, on va faire ça. Et justement, c'est là où Nicolas a eu ce réflexe de dire ouais, je crois que je me suis trompé de destinataire. Mais c'est une fois le lendemain, puisque à ce moment-là, il était un peu, enfin voilà, il était bleu comme on dit chez moi. Et c'est là où il s'en est voulu sur le moment, mais après voilà, comme il le dit, Shelton était quand même très très regardant, très très compréhensif. Et après, c'est là où il a eu le lendemain et Shelton lui a demandé, Nicolas, est-ce que ça va? T'es sûr que tout va bien? Et c'est là où, enfin voilà, Eugene a expliqué que il avait pris il avait fait la fête la veille, il avait pris le temps de bien faire la fête la veille, et qu'il s'excuse du texto un peu compromettant qu'il lui a envoyé. Alors, But everything is okay by now, right? Yes. Tu peux lui demander juste quelque chose. Je voudrais juste rajouter une question supplémentaire s'il est d'accord, mais je te jure que ça va être une question vraiment très rapide à traduire. Est-ce qu'il est d'accord? Parce que là, je devais terminer avec une seule question. Est-ce qu'il serait d'accord justement pour que je repose une dernière question s'il veut? Donc, du coup, ça fait qu'on aurait deux questions. Vas-y, on va aller. Alors, du coup, justement, par rapport à ça, c'est quoi exactement le regard que la WWE avait, toi, à ton époque, concernant la drogue? Est-ce que c'était quelque chose de très surveillé? Est-ce que c'était quelque chose de pas trop surveillé? Comment ça se passait? Et justement, si vous faisiez griller par rapport à ça, est-ce que vous avez des amendes? Comment ça se passe exactement? Que ça soit à la WWE ou en dehors, parce qu'on sait qu'il y a eu des arrestations, on sait que Liv Morgan, par exemple, récemment, elle a été pénalisée par rapport à ça. Un des Usos aussi. Morgan, ma chérie, Liv Morgan, ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait? Liv Morgan, elle s'est fait arrêter au volant parce qu'elle avait du stupéfiant. Oh, pauvre. Elle peut faire ce qu'elle veut au volant. Enfin, bref, c'est pas grave. Donc, du coup, ma question est très simple. Est-ce que quand tu consommes quelque chose comme ça, que ça soit à la WWE ou en dehors de la WWE, est-ce que tu as quand même est-ce que tu as quand même une amende de la part de la WWE? So, I don't know exactly how which substances is prohibited or not. But you know, once again, Nicholas, it's a question that you didn't want to have to answer. If you don't want, it's up to you. For an example, I don't know exactly with as a wrestler, but if you take some, I don't like the words drugs, but I mean substances. If it's something prohibited that you don't know about, will WWE have to ask you
to pay something because you really didn't have to take this, or maybe maybe you have a suspension, or maybe you have a fine, or I don't know that kind of situation. So if you take something, it depends on the substance. It is what happened, what will happen. So when I was first hired, there was a drug testing policy, but it was all done by WWE. Okay. So if you got busted for something, somebody might pull you aside and go, "Hey, you got a little bit of testosterone in your body and some marijuana." Okay. All right. Now, if you had something much more like heroin or cocaine, they would address it. Okay. But, this was mid 2000, or, I got hired in 99 to 2004 when I was on TV. But then when Eddie Guerrero passed away is when they brought in the an outside company to test everybody. Okay. And so now this company, I assume, was on the up and up and was just testing people and saying who's on what and what this. But I felt like it was a little bit, the policy was a little strong because some of the prohibited substances in our contract weren't even prohibited in like NFL football or the Olympics. I mean, it was much more stringent, but Vince wanted it that way. But on the flip side, if you had a doctor that could write you a prescription for something, then you could take it. Okay. And back then, a lot of states were becoming marijuana states. So people could get marijuana. You could get a little bit of testosterone from a doctor, depending on your age and your testosterone levels. And what I think most people don't realize is some guys are just genetic freaks. And one guy could take all the steroids he wanted and not look like, this other guy that might take a little bit or none. Like, as long as I was with Cena, I never saw him take steroids. Never saw him hurt. I never heard him talk about taking steroids. I heard him talk more that he's clean and he hung his hat on being a clean athlete, but he was just genetically gifted. You know what I mean? Okay. Like American basketball player Michael Jordan can slam a basketball. I can't slam a basketball. Yeah. Do I steroids because he can jump higher than me? No, he's genetically gifted. So, and then at that time when they started the wellness policy, if you got violated once, you got a suspension and maybe loss of money. 2 times, a longer suspension, more money. And the 3rd time was you were fired. I don't know what it is now, but when I was on TV, that was it. Ok. Alors, je vais essayer de la faire un petit peu courte parce que il y a pas de souci, c'est normal. Je me doutais de toute façon. Alors, Eugene nous dit que c'est quand même très encadré, toutes les substances, parce qu'il est comme moi, il n'aime pas dire le mot drogue, parce que c'est pas... Oui, il y a des choses qui sont... Oui, voilà. Il y a aussi, bien sûr, il y a des... il faut que je dise le mot, il y a des drogues qui sont quand même moins permises que d'autres. La cocaïne, Dextal, les machins, tout ça. Mais en fait, là-bas, c'est très compliqué aux États-Unis parce que chaque État, en fait, il a son gouvernement. Donc, il y a telle substance qui va être autorisée dans tel État et la même substance sera interdite dans un autre État. Voilà pourquoi, en fait, ils ont besoin déjà d'être suivis médicalement et aussi d'avoir l'avis du médecin pour savoir quelle substance fait tel effet sur telle personne. Et puis surtout, si c'est autorisé en fonction de l'État dans lequel ils vont devoir. Parce que, en plus, voilà, c'est un pays super compliqué juridiquement, les États-Unis, puisque, voilà, comme je l'ai dit, il y a 50 États. Donc, il doit y avoir 50 gouvernements différents. Mais il y a beaucoup de lois qui se ressemblent les unes envers les autres. Et puis, c'est vrai que quelquefois, je pense que les erreurs qu'il y a eu, puisque tu parlais de Liv Morgan, ça doit être ça. Elle a dû se tromper d'État ou se tromper de substance qui fait que, voilà, elle est mise à pied. Donc, des fois, elle est mise à pied. Des fois, tu as une amende. Et c'est au bout de 3 suspensions que le contrat prend fin. Parce que ça aussi, c'est une clause qu'il y a dans le contrat, en fait. Donc, bien sûr, dans chaque contrat, ils doivent dire tu seras embauché de telle date à telle date, tu seras payé tant, tu ne peux pas prendre telle substance, ainsi de suite, tout ça. Donc, voilà, comme Eugene nous le dit, au bout de 3 suspensions, justement pour ça, en fait, pour prise de substances illicites, c'est un renvoi immédiat sans période de préavis. D'accord.
Donc, il y a d'autres cas où il y a une période de préavis. Je crois qu'il y avait une époque où Jeff Hardy, il avait 90 jours pour partir ou un truc comme ça. Là, par contre, c'est un cas suffisamment grave pour quitter immédiatement la fédération. C'est ce qu'il y a eu, pas avec lui, mais voilà, Eugene nous a dit aussi qu'il y a eu quelques catcheurs qui ont eu ce cas-là. Il n'a pas voulu citer de nom, mais il y a eu quelques catcheurs qui ont cité qui ont eu ce cas-là. Il a aussi parlé brièvement d'Eddie Guerrero, juste avant qu'il décède. Apparemment, il aurait pris des substances qui étaient contre-indiquées pour lui-même. Okay. Voilà, en fait, voilà, il est mort d'une overdose, en fait. Ok, ça marche. Et du coup, on termine avec la dernière question et après, c'est terminé. It's for Eddie. Du coup, maintenant, aujourd'hui, on sait que apparemment, d'après ce que j'ai lu, tu es en retraite. Est-ce que tu coaches encore? Est-ce que tu donnes encore justement des cours? Comment est ta vie aujourd'hui maintenant pour les gens justement comme moi qui n'ont pas trop d'informations? Est-ce que tu es encore justement dans le domaine du catch? Comment tu vis aujourd'hui? Voilà, tout simplement. So, Eugene is Eugene, but Nicholas Dinsmore is now a coach, promoter. I want to be an author. I'm trying to write a book. I'm great. Halfway finished, maybe 3/4, maybe less. Great. I've just been typing, and I need to find a good editor. And it is about your career. Yeah, wrap it all. Yeah, career. Oh, great. Maybe, I don't work on it every day. If I worked on it every day, I would have it done sooner, but maybe a year from now. But then I can be author. Glad to hear that. And then, are you a coach trainer or something? Currently, I'm not. I was a coach for NXT from 2013 to 2015. Okay. Then I moved to Sioux Falls, South Dakota, where I opened my own company. And I ran that for years. And when COVID hit, I sold it. Great. I recently came down here to Florida because my mom lives here. She's getting a little bit older. So I come down here to be close to my mom in St. Pete. I come to Florida next May. I come to Orlando and Jacksonville. So St. Pete is about 2-hour drive from Orlando. Okay. A lot of traffic. On the south, on the north, on the east? It's west. It's west, okay. Orlando's in the middle, and Tampa, St. Pete are on the west coast. Okay, okay. Coast. Around, around Tampa, right? Yep. Okay. Alors, Eugene nous apprend qu'il est en train d'écrire un livre, donc il rassemble toutes les informations. Il a besoin aussi de beaucoup de temps pour pouvoir l'écrire parce qu'il veut faire ça bien. Il a été aussi coach de la NXT entre 2013 et 2016. Oui, il a quand même gardé aussi des contacts. C'est vrai que là, il veut beaucoup se concentrer sur ses projets personnels, dont justement le livre qu'il écrit. Voilà pourquoi il a mis de côté, entre guillemets, tout ce qui est entraînement de catch pour l'apprentissage pour les futures générations. Il veut d'abord se concentrer sur ça, pour après peut-être pouvoir revenir dans le monde du catch, pourquoi pas pour entraîner, pourquoi pas pour être au sein d'une structure en tant qu'officiel ou autre. Je pense qu'on serait tous ravis, et moi le premier, de pouvoir lire ton livre, en tout cas de pouvoir le consulter. Si tu peux nous envoyer une avant-première, on n'est pas contre. En tout cas, merci infiniment Osvaldo. Merci Eugène. S'il est d'accord, on fera une deuxième partie parce que j'ai encore tellement de choses à lui demander. Si toi t'es partant et que Eugène aussi. Si jamais pareil, pour la prochaine interview, vous avez des questions spécifiques à lui demander qu'on n'a pas posé, n'hésitez pas à les poser soit dans la description ou soit m'envoyer un MP et tout en lui disant est-ce que pour la prochaine interview tu peux parler de ça. Encore une fois, thank you so much Eugène. Merci à toi Osvaldo, puis je te laisse traduire tout ça. Yeah, it's no problem. Eugene, thank you so much having you here with us. If you up to, we can make another interview because it was like an hour and a half, an hour or something. And then if you're really up to, we can make another interview that we talk about those things that we did that we didn't have the time to. It's gonna be whenever you want.
not a problem with us. And then, can you just send us can you just give us a teaser of your book that you're writing or something? Oh, I don't know if I use that, but what is the name of your guys' podcast or video show? Okay, thanks. Okay, no problem. And then, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, il a dit qu'il ferait une toute petite vidéo pour pouvoir promouvoir un petit peu son livre, tout ça. Il ne sait pas encore quand est-ce que ça va sortir. Okay. Il m'a dit qu'il est OK pour une partie 2 de l'interview. Ça marche. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup à toi, Eugène. Est-ce que tu peux dire un tout petit mot en français, peut-être juste un au revoir en français? Je pense que ça ferait plaisir à tout le monde. Dylan, and then another crowd really wants Eugene to say something in French, whatever it is. Hey, everybody, you know me. My name is Eugene. You're watching M4 Catch. Au revoir and merci beaucoup. Ah, thank you so much. Thank you so much. So Attends, great. Je sais pas si on voit bien, mais voilà. Catch, yeah. Hop, voilà. Thank you so much. I Merci love encore. both. And Eugene, hey, we definitely had Eugene just here. It's so cool. En tout cas, désolé si ça a été long. Merci encore une fois à toi, Osvaldo. Thank you so much, Eugène. Et puis moi, je vous dis à plus tard. Bye tout le monde. Ciao.